Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 9e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter et analyser cette actualité, comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, parmi les nombreux sujets qui ont parsemé, émaillé l'actualité du secteur informatique et télécom, il y a un sujet qui a particulièrement retenu votre attention, alors un sujet qui est un peu récurrent d'ailleurs dans cette émission, c'est les GAFA, les fameux GAFA qui sont retrouvés sur le gris auprès de différentes institutions américaines la semaine dernière. Alors effectivement, la semaine dernière, alors c'est pas tout à fait les GAFA, parce qu'il y avait Facebook, Google et Twitter qui étaient convoqués devant 3 commissions, devant le Sénat américain et la Chambre des représentants. Mais je vais vous dire, Guy, en quoi ça nous concerne? Alors on peut penser que finalement en quoi ça nous concerne, mais finalement on voit bien ces 3 entreprises sont aussi présentes sur le marché français, enfin en tout cas sur la France que sur les États-Unis, à la fois je dirais au niveau social, mais au niveau économique et au niveau politique. Si on fait un petit retour en arrière, on se souvient que le premier, alors c'est pas un coup de gueule à l'époque, mais c'était une mise en garde de Jean-Noël Jeanneney qui avait écrit un petit essai qui s'appelait « Quand Google défiera l'Europe ». Ou quand Google défie l'Europe d'ailleurs, parce qu'on était en 2005, et c'était à l'occasion de l'annonce qu'avait fait Google à l'époque de faire la numérisation d'une vingtaine, je ne sais plus le nombre exact, de bibliothèques nationales pour numériser les documents. Effectivement, on l'a oublié, mais cette affaire avait suscité pas mal de débats dans la presse française. Et donc, à l'époque, Jean-Noël Jeanneney avait mis en garde en disant ça pose un problème parce que finalement, ça veut dire que Google, qui est toujours d'ailleurs le représentant du monde anglo-saxon, va acquérir une sorte de monopole sur le savoir et la culture, et donc c'est un peu un problème. Et finalement, si on se projette 12 ans après, évidemment, depuis cette époque, les 3 entreprises citées, qui à l'époque, 2 d'entre elles, une existait, mais c'était Facebook, mais c'était juste... on est en 2005, il faut se souvenir, Facebook en 2005, c'était juste un annuaire pour les étudiants de Harvard, et Twitter n'existait pas encore, puisque ça a démarré à peu près en 2007. Et donc, je dirais qu'une dizaine d'années plus tard, ces sociétés sont devenues des formidables outils de communication. Donc Google, c'est le moteur de recherche, le point d'entrée à Internet, sur Internet quasi obligatoire. Facebook, c'est le réseau social qui aujourd'hui met en relation près de 2 milliards d'individus dans le monde. Et Twitter, c'est ce qu'ils ont rappelé à l'occasion de ces auditions, c'est à peu près c'est plus de 300 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Donc ce sont des caisses de résonance très, très importantes. C'est du lourd, comme on dit aujourd'hui. Et il y a quelques années, en particulier quand il y avait eu les printemps arabes, on avait mis, alors c'est un exemple, mais il y en a eu d'autres, on avait mis en avant finalement l'effet bienfaisant de ces outils de communication. Et là, je dirais qu'on a largement dépassé ce stade, puisque on l'a vu à l'occasion des dernières élections américaines. On l'avait d'ailleurs mentionné au moment des élections en France, mais il n'y avait pas eu d'incidence, même des élections en Allemagne, que ces outils avaient été détournés là précisément pour des raisons politiques, et en l'occurrence aux États-Unis, l'enquête est toujours en cours, puisqu'on sait que les Russes ont fait énormément de choses, c'est-à-dire qu'ils ont créé de faux comptes, ils ont envoyé de faux messages, ont fait beaucoup de choses, mais l'enquête est en cours. Et donc la question qui est posée, c'est en gros, pourquoi ils ont été convoqués devant le Congrès américain, c'est pour savoir s'il fallait légiférer ou pas. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit les considérer comme... c'est un peu ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils font beaucoup de lobbying, ils ont tellement d'argent pour ça. Est-ce qu'on doit les considérer comme des plateformes technologiques neutres,
et donc ça voudrait dire implicitement qu'ils ne sont pas responsables du contenu qui sont présents sur leur site, ou est-ce que ce sont des médias? Et auquel cas, si ce sont des médias, ils ont des comptes à rendre comme n'importe quel média. En particulier, si on met un contenu illicite sur Facebook, on ne peut pas attaquer Facebook. Si on met un contenu illicite, si une publicité par exemple sur New York Times, là on peut attaquer le journal. Ça pose la question du fameux statut d'hébergeur qu'on trouve également en droit français. Donc c'est vraiment la question de fond qui est posée. Et donc ces 3 éditions, c'est des éditions marathon, puisqu'à chaque fois c'est plus de 3 heures. Les 3 responsables juridiques étaient présents avec plein de questions, et finalement des questions relativement simples auxquelles on n'a pas tellement de réponses. Pourtant, avec les moyens technologiques des GAFA, on n'arrête pas de nous bassiner avec les outils d'intelligence artificielle très compliqués qui permettent quasiment de cibler une personne pour lui envoyer le message. Et on a vu ce qui s'était passé pendant les élections là, il y a 1 an en novembre. pas grand-chose. Les Russes ont pu finalement faire un certain nombre de choses, acheter des publicités sur Twitter, sur Facebook. Sur Facebook, c'est plus de 150 millions d'Américains qui ont vu ces publicités. On voit lesquelles elles sont aujourd'hui. Hein. C'est des fausses publicités du style, ou des fausses informations du style le pape François soutient Donald Trump. Donc on sait que c'est pas vrai, mais malgré tout, ça a pu édifier. Et donc les questions qu'on peut résumer en une seule, c'est comment, avec autant d'outils aussi sophistiqués, elles n'ont pas été capables, finalement, de se préserver de ce danger. On n'a pas de réponse. Les réponses ne sont pas encore satisfaisantes, et je pense que la réflexion est loin d'être terminée. Elle ne fait que s'ouvrir, mais on sent bien que le vent est en train de tourner sur ces géants de la Silicon Valley. On en a déjà parlé à plusieurs reprises pour des raisons fiscales, parce qu'on sait bien qu'elles peuvent finalement détourner les flux financiers pour payer les impôts là où ça coûte le moins cher, mais là aussi parce que ce sont des outils en gros de propagande, d'une propagande qu'elles ne maîtrisent pas, et qui pose réellement un problème, à la fois aux États-Unis, mais qui pose un problème finalement dans tous les pays du monde où elles sont présentes, puisqu'elles sont présentes quasiment partout. Finalement, c'était déjà votre coup de gueule de la semaine. Hein. Bon, mais on passe au sujet suivant qui finalement n'a rien à voir, et on parle d'IBM. J'allais dire, on va faire un peu de marketing, hein, puisqu'on va parler de l'offre cloud d'IBM qui prend un nouveau nom. Mais bon, il n'y a pas que ça, a priori. Alors, effectivement, là, on change vraiment de sujet. On se souvient qu'il y a quelques années, donc IBM est arrivé sur le cloud un peu sur le tard et a mis un coup d'accélérateur en achetant une société qui s'appelait à l'époque SoftLayer. Et avait déboursé 2 milliards de dollars pour ça. Parce que la vision d'IBM avant SoftLayer, c'était la vision du cloud privé exclusivement. SoftLayer, c'était la possibilité pour IBM d'entrer sur le marché du cloud en général. Et donc IBM avait conservé un peu ces 2 marques pendant un certain temps, pour arriver ensuite à une marque, on ne sait pas très bien d'où elle vient d'ailleurs, avec une appellation étrange qui s'appelle Bluemix. Ça faisait bien penser au surnom Big Blue d'IBM, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment voulu. Donc en gros, Bluemix, c'était l'ombrelle, la marque générique du cloud pour IBM. Et puis, la semaine dernière, IBM est revenu à des choses un petit peu plus, je dirais, classiques, en décidant que finalement le cloud d'IBM s'appellerait IBM Cloud. C'est pas d'une originalité folle, mais au moins c'est clair. Ce qui peut s'avérer relativement raisonnable. Donc sur cette marque IBM Cloud, en fait, il y a tous les services, et 170 services qui sont proposés. Ça peut aller donc du serveur bare metal, donc le serveur nu, si je puis dire, jusqu'à base de données, des bases NoSQL, jusqu'à des solutions hyper convergées. Donc il y a quasiment l'ensemble des solutions cloud qui sont disponibles et évidemment Watson via des API. Mais ce n'est pas la seule annonce. Donc ça, c'était une première annonce. Et il y en a une deuxième qui est tout aussi importante. C'est l'annonce d'IBM Cloud Private. Et donc l'idée, c'est en gros de donner la possibilité aux entreprises de construire des data centers
qui soit finalement quasiment comparable à ce qui existe sur le cloud d'IBM, et donc de donner la possibilité aux entreprises de construire des solutions de cloud hybride. Donc cet IBM Cloud Private utilise assez largement Docker, donc les conteneurs Docker, Kubernetes pour l'orchestration de ces containers, et puis les outils de Cloud Foundry. Et donc avec cette annonce-là, les utilisateurs, les entreprises qui sont des utilisateurs IBM vont pouvoir construire des solutions de cloud hybride un peu sans couture, avec la possibilité de passer des applications et des données de leur propre data center, qui est désormais conçu comme un cloud, sur le cloud d'IBM. IBM se met au cloud hybride comme ses concurrents. Et c'est une approche qui est, qui est un peu générale chez tous les acteurs. On en a déjà parlé. Donc Amazon, c'est principalement, mais pas essentiellement, principalement avec VMware. Microsoft fait ça en interne. Azure, le cloud de Microsoft, c'est Azure. Et puis a fait son annonce Azure Stack, donc avec un certain nombre de fournisseurs de matériel. Et puis Google fait aussi ça, elle a annoncé la semaine dernière avec Cisco et avec Nutanix. Et donc je dirais que c'est une évolution qui est relativement naturelle, logique si je puis dire. Bon, il se trouve que c'est arrivé la semaine dernière, donc c'était important qu'on puisse en parler. Alors on change encore d'univers puisqu'on parle du marché des smartphones avec la dernière livraison d'IDC en matière de chiffres, et moins qu'on puisse dire, c'est que les volumes sont toujours importants, pour pas dire impressionnants. Alors, c'est les derniers chiffres qu'IDC a publiés sur les livraisons trimestrielles de smartphones dans le monde. Alors bon, c'est des chiffres trimestriels, donc je dirais qu'il n'y a pas d'évolution considérable. Néanmoins, alors déjà le premier chiffre, c'est plus de 350 millions de smartphones qui ont été vendus en un trimestre. Si on fait sur une année, c'est quasiment 1,5 milliard. On est 7 milliards sur la planète. Ce matin, en prenant le métro, il y avait une affiche qui disait 2 milliards, près de 2,5 milliards d'habitants sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable. Quand on met ces chiffres-là en comparaison, on est un peu étonné. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est un marché, on peut penser, parce que c'est pas la première année, ça fait déjà 3, 4, 5 ans que c'est plus d'1 milliard de smartphones qui sont vendus dans le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait de tous ces smartphones? Donc ça, c'est la première idée. C'est un marché qui continue à croître. Hein. Là, évidemment, c'est quelques pourcents, mais ça continue à croître. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième tendance, pour faire référence au titre, un essai d'un ministre gaulliste, ça rappellera quelques souvenirs à certains de nos lecteurs, qui s'intitulait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Là, en l'occurrence, c'est un peu ce qui est en train de se passer sur le marché des smartphones. Mais le deuxième point qui est peut-être plus intéressant, c'est la montée en puissance des Chinois. Alors, sur IDC, c'est toujours le top 5. Le top 5 représente désormais plus de 60% des ventes de smartphones. Donc ça veut dire qu'il y a des petits vendeurs, entre guillemets, qui vendent quelques millions seulement de smartphones dans le monde. Mais je dirais que le top 5 est relativement stable. C'est toujours Samsung qui est devant avec un peu plus de 20%, Apple en numéro 2. Mais les trois suivants, donc il y a Oppo, Xiaomi et puis Huawei. Donc Huawei, en fait, qui est quand même le gros fournisseur chinois, qui est un peu il est un peu partout, et qui est le gros concurrent de Cisco. Donc ces trois-là, ils ont quasiment en une année, donc si on prend le dernier trimestre par rapport au trimestre correspondant de 2005, ils ont gagné 5% de part de marché. Et ça, c'est quand même assez considérable. Ça veut dire que, ils représentent à eux trois, ils représentent plus de 25%. Si on les mettait tous les trois, ils seraient numéro 1. Bon, évidemment, il faut les séparer, mais donc ça veut dire que, c'est vraiment la montée en puissance des fournisseurs chinois, qui bénéficient bien entendu de leur marché intérieur, qui leur donne une puissance de frappe considérable, leur permet finalement de vendre sur le marché intérieur pour atteindre des volumes très importants.
longtemps et ensuite exportés. Et donc je pense que c'est une tendance qu'on va voir, se confirmer dans les trimestres qui viennent, avec cette continuité de développement des fournisseurs chinois sur le marché des smartphones, qui sont venus comme ça un peu sans qu'on s'en aperçoive, mais qui finalement commencent à devenir de véritables marques, parce que jusqu'à présent, ce ne sont pas des marques Oppo, si on interrogeait dans la rue, ou même Xiaomi, personne ne connaît, mais bon, ils ont quand même des parts de marché qui sont très significatives. Enfin, le dernier sujet de la semaine, qui est un sujet qui aussi fait l'actualité régulièrement, hein, qui concerne les mémoires flash. Alors, les différents types de mémoires, vous allez peut-être y revenir pour nos lecteurs y voient plus clair, avec de grandes tendances, hein, en termes de prix notamment. Et je vous laisse dévoiler les résultats de cette étude. Oui, alors en fait c'est un papier qui a été publié par le cabinet 451 Research, basé sur une conférence qui s'appelle le Flash Summit, qui s'est tenue l'été dernier aux États-Unis. Et donc, bon, évidemment, qui traite des mémoires flash dans tous ces détails, à la fois techniques, mais aussi sur les éléments de marché. Et en fait, ce papier fait ressortir une information qui est quand même assez étonnante. Donc les mémoires flash, en fait, il y a deux grandes catégories, les NAND et les mémoires NOR. Donc c'est les NAND qui sont les plus couramment répandues. C'est celles qui, quand on achète des clés USB, c'est des mémoires de ce type-là qu'on a dedans, mais maintenant elles équipent quasiment toutes les mémoires, et à commencer par le stockage primaire. Donc ça veut dire qu'on est en train de basculer des disques magnétiques vers ce type de mémoire électronique. Effectivement, hein, ça se voit à tous les niveaux, poste de travail, serveur. Donc ça, c'est un mouvement qu'on connaît, c'est une tendance dont on parle depuis un certain temps. Mais pourquoi ça s'est... Alors, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que en 2005, ces mémoires NAND, mémoires flash, étaient plus chères que les mémoires DRAM. Les mémoires DRAM, c'est les mémoires en fait qui constituent la mémoire vive de l'ordinateur. Donc c'est des mémoires volatiles. Quand on éteint l'ordinateur, tout s'efface dessus. Alors que les mémoires flash, c'est des mémoires persistantes, donc les données restent présentes. Après, il y a des problèmes de lecture-écriture. On sait bien qu'elles ont une durée de vie qui n'est pas infinie. Mais néanmoins, les données restent sur les mémoires. Donc en 2005, les mémoires flash NAND étaient plus chères que les mémoires DRAM. On sait que les mémoires DRAM, c'est les plus chères du marché, parce que c'est celles qui sont les plus rapides et c'est celles qui sont les plus proches physiquement du processeur. Aujourd'hui, donc 12 ans plus tard, elles sont 30 fois moins chères que les mémoires DRAM. Donc ça veut dire qu'en gros, ça correspond à une baisse de prix de 30% par an. Oui, quand même. Donc pendant toutes ces années. Donc c'est absolument, je dirais que c'est considérable. On le voit bien d'ailleurs, parce qu'elles se sont répandues un peu partout, mais dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans les data centers. Comme je disais, le stockage primaire est de plus en plus constitué des mémoires de ce type-là. Récemment, on a vu finalement un nouveau phénomène, non ? Et il y a eu un phénomène, donc le deuxième point intéressant, c'est qu'il y a eu un phénomène récent qui est que finalement tout d'un coup le prix a arrêté de baisser. Et la raison en est que les 6 principaux fournisseurs de mémoire de ce type-là ont changé de technologie, donc sont passés de la technologie 2D à la technologie 3D, donc 3D sur les 3 dimensions, et que donc ça a créé, un point de contention sur le marché. Donc en gros, l'offre était moins abondante, alors que la demande continuait à croître, hein, puisqu'on voit bien, on s'équipe de plus en plus de ce type de mémoire, et avec tous les objets qu'on utilise tous les jours, on en a besoin. Ce qui fait qu'il y a eu une espèce de rupture entre les deux, et que les prix ont arrêté de croître et ont même un petit peu augmenté. Je dirais pas que c'est un peu comme le beurre en ce moment, mais c'est un peu la même chose. Alors selon le cabinet, la situation va-t-elle perdurer ?
Et donc la bonne nouvelle, enfin en tout cas c'est ce que dit le cabinet 451, il dit que bon, c'est transitoire puisque c'est un problème de rupture technologique où tous les fabricants sont passés d'une technologie à une autre et que vraisemblablement de 2018 on devrait retrouver un cours normal où les prix continuent à chuter et donc voir que toutes ces mémoires vont remplacer de plus en plus les mémoires magnétiques. Alors pour conclure, on échappe finalement au traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Bon, il est vrai que notre première intervention était plutôt un coup de gueule, peut-être qu'autre chose. Mais il y a 2 points qui ont voulu contenir votre attention, sur lesquels vous vouliez revenir. Alors, c'est pas vraiment ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est plutôt deux informations, d'ailleurs qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. La première, c'est on avait appris la semaine dernière, en fin de semaine dernière, que le compte Twitter de Donald Trump, on sait que c'est un utilisateur intensif Certains diront compulsif. Du réseau social, a été interrompu pendant 11 minutes. Donc les gens qui voulaient y accéder avaient un message d'erreur disant « désolé pour des raisons techniques ». Et puis en fait, Twitter a fait une enquête interne et a découvert que c'était un employé qui était là pour son dernier jour, qui avait fait cette petite blague entre guillemets. Et donc pour certains, il a été considéré comme un héros national d'avoir pu interrompre le cours de Twitter. Ça pose quand même quelques questions au niveau de Twitter. Je dirais que la question qui est posée là, en dehors de ce fait qui est un peu anecdotique, c'est que finalement, ça veut dire que chez Twitter, je ne sais pas quelle était la position de cet employé, mais en tout cas, je dirais que n'importe qui peut faire n'importe quoi sur n'importe quel compte. Donc, bon, ça nous ramène au premier sujet qu'on a traité. Et le deuxième sujet ? Et puis le deuxième, c'était les résultats d'Apple, donc résultats trimestriels, c'est le dernier trimestre de l'exercice fiscal, qui ont été meilleurs que ce qu'en attendaient les analystes, ce qui fait que rappelons les chiffres, c'est 229 milliards de dollars et 48 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 48 milliards de bénéfices, c'est absolument considérable. C'est pas le record, le record c'était en 2015, on était à 233 de chiffre d'affaires et 53 de bénéfices. Mais bon, on est à peu près dans les mêmes eaux et c'est considérable. Donc au dernier trimestre, c'est mieux que ce qu'attendaient les analystes, donc la bourse s'est envolée. Sachant que c'est pas le trimestre le plus favorable en plus d'Apple, car il précède le trimestre qui voit le lancement du nouveau vaisseau amiral, l'iPhone X, qui est d'ailleurs sorti vendredi dernier. Et donc la capitalisation boursière d'Apple, c'est 870 milliards de dollars. Donc c'est absolument considérable. Juste un dernier chiffre, en 5 ans, l'action a plus que doublé, l'action d'Apple. Donc on voit bien rappeler d'ailleurs que Apple on la met toujours dans les GAFA, mais finalement la différence d'Apple par rapport aux autres membres des GAFA, c'est que Apple ne commercialise pas les données de ses utilisateurs. Et ça, c'est un point sur lequel elle est extrêmement à cheval. Donc c'est une différence. Et d'ailleurs, le patron d'Apple, à l'occasion de ces auditions, a rappelé le fait qu'Apple avait cette politique qui la différenciait fondamentalement de ses concurrents. Eh bien, merci Guy pour cette mise en perspective des résultats d'Apple, sachant qu'on aura évidemment l'occasion de revenir sur l'actualité de cette marque. Les lancements sont nombreux. En attendant et en complément, je vous propose à nos lecteurs et nos internautes de découvrir en parallèle l'interview de la semaine, de l'invité IT de la semaine, puisque Guy, vous recevez cette semaine, dans le cadre de cette désormais traditionnelle émission, Serge Maslia, qui est le patron France de Sage, pour faire avec lui le tour de l'actualité du secteur, et évidemment de Sage. Bien entendu, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos remarques, elles sont les bienvenues. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et je vous propose de nous retrouver ici, même lieu, même heure, la semaine prochaine. À très bientôt.